Bonjour à tous et à toutes. Je vous propose donc de démarrer notre webinaire. Nous sommes très, très heureux de vous accueillir sur cette plateforme pour vous présenter les résultats exclusifs de l'enquête menée récemment auprès de 10 000 Français et qui nous a permis en fait notamment de faire un point sur les pratiques culturelles et numériques de ces derniers, depuis ces derniers mois. Quelques détails techniques avant de débuter la présentation. Vous avez sur le côté un chat qui va vous permettre de pouvoir poser l'ensemble de vos questions. On essaiera de conserver un temps en fin de session pour pouvoir y répondre. Donc, n'hésitez pas surtout à l'utiliser. Donc, en bas de votre écran, il y a une icône discussion et qui vous permettra ensuite de poser ces questions. Par ailleurs, si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à vous déconnecter, à vous reconnecter. Quelquefois, ça peut permettre d'avoir une meilleure transmission. Et enfin, par rapport à tous ces résultats, ils seront restitués sur le site de GECE et celui de Correspondance. Nous mettrons à votre disposition le replay de ce webinaire, mais aussi un ensemble d'autres documents, notamment cette présentation et l'étude détaillée de notre enquête. Enfin, un hashtag a été créé sur Twitter si vous souhaitez aussi retranscrire un peu vos impressions sur ce fil d'actualité, pratique Mime Covid. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, vous aurez l'adresse qui va être renseignée vous aurez le hashtag qui sera renseigné en fait dans le fil d'actualité. Donc je vous propose tout de suite de démarrer. On va écouter Olivier d'abord et puis je reprendrai la parole juste après. Bonjour à tous. Effectivement, donc, comme le précisait Antoine, on a co-construit une enquête auprès des Français. Juste pour rappeler alors pourquoi on s'est associé à cette étude. Nous, GECE, donc plus de 15 ans d'expertise dans les études. On mène beaucoup d'études de public, d'études de non public auprès de l'ensemble des lieux culturels, également sur d'autres lieux, mais c'est notre premier secteur d'intervention. Et il nous tenait à cœur, après un an de crise, de faire le point et de voir les évolutions des pratiques numériques culturelles. Donc, Antoine, si tu veux ajouter deux mots par rapport à Correspondance Digitale. Oui, tout à fait. C'était, somme toute assez naturel et depuis quelques mois, on communique régulièrement de façon commune avec GECE, sachant que côté correspondance, nous sommes plus une structure en fait de conseil et de formation, en termes de communication, médiation et innovation et qui a, au cœur de ses missions, en fait, les différents publics des lieux culturels, notamment patrimoniaux et donc dans les enjeux de nos différentes missions, c'est vrai qu'on a toujours besoin d'établir des diagnostics, d'évaluer, de aussi mettre à contribution en fait, les différents publics de ces établissements. Et ça nous semblait donc très important de faire un point suite à tous les bouleversements qu'on a vécus sur les pratiques des publics actuellement. Euh, donc c'est en cela en fait qu'on trouve qu'il était particulièrement judicieux de lancer cette enquête. Donc, je vais présenter la méthodologie avant d'arriver sur les principaux résultats et après laisser libre à la discussion et vos questions. Alors, sur la méthodologie, je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Non. Donc, on a interrogé 10 000 Français sur un échantillon représentatif de la population française de 15 ans et plus. Ils ont été interviewés online via un panel du 11 au 28 janvier. Et là-dessus, hein, on a utilisé la méthode des quotas. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers des enquêtes, c'est-à-dire qu'on met des quotas d'âge, de catégories socio-professionnelles, de taille de commune, pour que nos résultats soient vraiment représentatifs de l'ensemble des Français âgés de 15 ans et plus. Donc comme les enquêtes d'opinion que vous avez régulièrement dans les médias ou ailleurs. Donc, effectivement, cette enquête fait suite à une première enquête qui a été diffusée il y a 3 semaines, qui portait sur le moral des Français et l'impact des restrictions sanitaires, hein, notamment la fermeture des lieux culturels, des restaurants et autres sur le moral. Et là-dessus a été intégré, et finalement, c'est le volet 2 de cette enquête, les pratiques culturelles et numériques. Alors concernant ces pratiques culturelles numériques, ce qui nous semblait particulièrement intéressant, c'était tout d'abord en fait de jauger, de faire un lien avec le moral des Français, voir dans quelle mesure en fait finalement les lieux culturels permettaient en fait
d'être une variable d'ajustement aussi sur le moral des Français et en quoi, en fait, finalement, ils étaient essentiels vis-à-vis de ce moral. Donc, pour jauger de leur essentialité, donc on a fait un lien entre le moral des Français et l'ouverture des lieux culturels. Donc, quelques résultats qui vous seront présentés, tout d'abord. Ensuite, on évoquera les pratiques en ligne pendant la crise sanitaire, donc, en faisant un lien avec une première enquête qui avait été, menée par GECE Universcience donc lors du premier confinement, afin de voir aussi les écarts et voir en fait finalement, aujourd'hui à l'instant T, dans quelle mesure, les pratiques culturelles et numériques, sont encore vivaces. Heu, Nous ferons un point aussi sur les perspectives, voir en fait, finalement quelles sont les intentions de ces différents publics, dans quelle mesure en fait ils maintiendront lorsque les lieux, culturels réouvriront leurs pratiques culturelles, notamment en ligne. Heu et puis enfin, on fera un focus, un peu plus détaillé sur une tendance forte qui se développe de plus en plus. C'est notamment, en fait, toutes les activités en ligne, notamment les visites guidées proposées par un ensemble de musées et monuments, qui, de plus en plus, attirent l'attention, en fait, de beaucoup de Français et de beaucoup d'institutions. Donc on pourra en parler, assez amplement dans cette quatrième partie. Donc je poursuis, donc les résultats sur le moral des Français et l'impact des fermetures des lieux culturels. Ça, c'était le début de notre enquête. Rappel des chiffres, et on va vous envoyer le lien vers le rapport, complet de cette étude qui a été diffusée il y a 3 semaines. Donc ce qu'il faut aller retenir, c'est que, bah, à fin janvier, un tiers des Français, déclaraient ne pas avoir le moral. Ce qui était une progression quand même très importante par rapport à il y a un an. C'est-à-dire il y a un an, il y avait un Français sur 10 qui n'avait pas le moral. Aujourd'hui, on est à 3 Français sur 10. Donc c'est quand même une progression de plus de 21 points, ce qui est quand même très, très conséquent. Et ça, c'est des choses c'est un sujet qui est traité, régulièrement ces jours-ci, par les différents médias et que nous, on a vérifié puisqu'on voulait voir, qu'est-ce qui avait impacté le plus. Donc là, vraiment très forte progression et l'impact aussi, ceux qui ont un très bon moral et a aussi baissé de plus de 20 points. Donc également, alors, au-delà de la baisse du moral, c'est aussi, c'est un chiffre qu'on voulait rappeler de cette étude, c'était près de 40 des Français qui, le moral qui a baissé. Alors les plus impactés, ce sont les étudiants, et également, là, c'est pas indiqué, mais également, les cadres supérieurs et les demandeurs d'emploi qui, ont un moral encore, plus en berne, que les autres. Alors, autre, résultat, là, on va dans le détail. Alors, on avait listé toute une série finalement, de lieux fermés, comme je disais tout à l'heure, restaurants, bars, commerces. Bon, les commerces sont rouverts, depuis un moment maintenant et on avait listé les différents lieux culturels, notamment cinéma, théâtre, et musées. Donc là, ce qui était intéressant, ce qu'on voulait essayer de voir, c'est qu'est-ce qui a impacté le plus et est-ce que ça joue négativement sur le moral? Donc on leur a posé la question. Et là, qu'est-ce qu'on voit, sur les principaux lieux culturels? C'est que ce sont les cinémas, qui impactent le plus, parmi les lieux culturels, le moral. On voit que 32 des Français ont été impactés beaucoup, aujourd'hui par la fermeture des cinémas. Plus loin, on a les théâtres et les salles de concert et à 50 derrière, la fermeture des musées. Cumulé à tout ça, quasiment 8 Français sur 10, hein, ont été touchés par au moins un lieu, par la fermeture d'un lieu culturel, ces derniers mois. Donc ça montre, hein, le rôle important là aujourd'hui après, 4 mois de fermeture, consécutive, l'importance, hein, et l'attente aussi de la réouverture de ces lieux. Alors pour rappeler, là quelques détails, alors les plus touchés par la fermeture des équipements culturels, on retrouve, alors c'est ce qu'on retrouve aussi dans beaucoup d'études, sur les publics, et également d'études sur les non-publics. Les plus touchés, ce sont, les habitants, des grandes villes, les étudiants, les cadres supérieurs et professions intermédiaires, les plus diplômés, ceux aussi qui ont des revenus, plus élevés
et également qui ont forcément plus de pratiques culturelles que les autres. Donc là, bon, il y a peu de surprises, on retrouve des choses, des profils finalement qui fréquentent les différents lieux culturels. Là aussi, alors on voulait regarder s'il y avait un lien entre la baisse de morale et les pratiques culturelles. Là aussi, finalement, qu'est-ce qu'on constate? C'est les Français qui ont l'habitude de fréquenter des lieux culturels ont été impactés beaucoup plus sur le moral que ceux qui n'ont pas l'habitude d'y aller. Et là, vous le voyez, hein, un Français qui a l'habitude d'aller au théâtre, 46% a le moral qui a baissé, versus 38% de ceux qui ne sont pas allés au théâtre. Pareil pour les concerts, 47%, 44% qui vont au musée. Et également, plus on a l'habitude finalement de sortir régulièrement, plus on est en attente là aujourd'hui. Et les fermetures depuis 4 mois commencent vraiment à impacter durablement le moral. On en vient maintenant aux pratiques culturelles en ligne. Ouais. Merci beaucoup. Donc, effectivement, Pardon. sur les pratiques, je vois que Laure Duroyon a levé la main. N'hésitez pas en fait à poser vos questions dans le chat et puis après on répondra à vos différentes questions. J'ai mis la présentation en grand écran parce que c'était quelque chose qui revenait pas mal. Sur les pratiques culturelles en ligne, effectivement, hein, comme le disait très justement Olivier, on se rend compte que 80% des Français ont été particulièrement touchés en fait finalement en termes de morale par la fermeture des lieux culturels, quels qu'ils soient, cinéma en premier, spectacle vivant, musée. Et ce sont plutôt ceux qui sont les plus affectés, sont ceux qui avaient des pratiques culturelles en fait déjà fortes en physique. Donc face à ce constat, les lieux culturels aussi se sont repositionnés et ont maintenu le lien en fait au fil de ces mois. Ce qui est intéressant à constater, c'est que suite au premier confinement, il y a eu un peu une période atonique où vraiment en fait il a fallu réagir en fait finalement par rapport à cette espèce de tsunami. Donc ce qui a été lancé d'abord, c'est les pratiques de retransmission où finalement les différents lieux culturels ont commencé en fait finalement à réutiliser des contenus qu'ils avaient déjà produits par ailleurs. Donc ça va être c'était par exemple des vidéos, on peut citer ici l'Opéra national du Rhin qui a développé tout un ensemble de vidéos, des podcasts, on peut citer les enquêtes du Louvre par exemple, ou le musée d'Orsay qui a lancé en fait tout un ensemble de podcasts particulièrement suivis, des jeux vidéo aussi qui ont précédé en fait le confinement et qui ont été revalorisés à ce moment-là. On peut penser à Prisme 7 par exemple pour le Centre Pompidou ou la BNF qui avait lancé aussi un jeu vidéo à ce moment-là. Des visites virtuelles, celle de Google Agriculture par exemple, et bien sûr aussi tout un ensemble d'autres, avec toutes les limites qu'elles peuvent avoir. Ce que notait d'ailleurs en fait GECE dans son premier rapport en évoquant tout un ensemble de limites vis-à-vis de ces visites virtuelles qui, finalement, en termes d'expérience, étaient assez appauvries. C'était aussi l'occasion, finalement, de rediffuser, de valoriser tout un pan de sa programmation culturelle. Ce fut le cas, en fait, d'Arte Concert, de l'Opéra national de Paris, du festival aussi d'art lyrique d'Aix-en-Provence. Ce fut aussi le cas de lancer des outils de formation tels que des MOOC, des Massive Open Online Courses. Donc ces outils de formation à distance, donc massifs, tels que le Centre Pompidou a pu lancer autour d'une séquence autour des femmes artistes, et puis enfin un ensemble de contenus pédagogiques. Suite à cette première période, on a vu aussi, et c'est pour cela en fait qu'on fera un focus un peu plus tard sur les visites guidées à distance et sur les activités à distance, une autre forme finalement en fait de lien avec les publics, une forme plus interactive, en ligne, avec vraiment la volonté d'être en direct, d'avoir un lien pour le coup en fait qui ne soit pas un lien de retransmission, mais vraiment un lien vivant en live. Donc sur ce type d'activité, on a vu émerger depuis quelques mois ou réémerger tout un ensemble d'activités à distance, des visites d'exposition, telles que les micro-visites en fait de la Fondation Louis Vuitton,
On a vu émerger aussi des visites de musées, de monuments. Le Centre des monuments nationaux est en train de lancer une offre de visite à distance à l'instar de celle de la Fondation Louis Vuitton. Le musée de la Grande Garde de Meaux aussi, qui a développé, eux, depuis 2014, en fait, tout un ensemble d'expositions de ce type-là. Donc une volonté vraiment en fait, de maintenir le lien à distance, mais en physique et en direct, avec des conférences aussi, des formations. C'est le cas de Paris Musée qui a finalement live streamé, pour employer une expression que désormais on commence à tous maîtriser, live streamer en fait ces cours d'histoire de l'art et qui sont désormais accessibles en fait, notamment à distance. Des ateliers tels que par exemple Océanopolis, un centre culturel scientifique qui a lancé tout un ensemble d'ateliers en fin 2020, des jeux, des activités, des concerts, des spectacles aussi qui ont été retransmis en live. Là, typiquement, on pourrait évoquer la Philharmonie, qui pas plus tard qu'hier retransmettait par exemple un concert. Voilà. Donc on a effectivement un ensemble d'activités qui se sont enrichies, les rapports se sont complexifiés avec une volonté d'aller plus vers le direct, vers plus d'interaction. Et ça a eu tout un ensemble d'impacts finalement euh, en termes de pratique pour les professionnels. C'est pour cela en fait aussi qu'on s'est associé avec GECE, c'est vraiment d'avoir cet aller-retour finalement entre public et pratique des professionnels. Ce qu'on constate, c'est en fait trois grands impacts, on va dire. Un premier qui touche plutôt en fait au travail documentaire, au travail sur les contenus, où en fait finalement le développement de ces nouveaux formats impose de nouvelles formes d'écriture. Ça peut être notamment de maîtriser des vidéos 360, de maîtriser des plateformes plus techniques en fait de visite en ligne. Ça peut être de maîtriser aussi les formats podcast, travailler sur aussi de la mise en graphisme en fait de contenu, sur l'élaboration de jeux vidéo. Donc forcément, par rapport à ces nouveaux contenus, soit on dispose de ressources en interne, soit en fait on fait appel à un ensemble de professionnels qui détiennent en fait ces compétences. Ici, on peut peut-être rappeler que 55,7% des institutions culturelles ne disposent pas en fait de, euh, de, de personnel à temps plein sur le web et les réseaux sociaux. Donc, il y a forcément besoin en fait, de combler finalement et de rééquilibrer, euh, d'aller chercher un ensemble d'expertise aussi à l'extérieur. C'est une des caractéristiques aussi du numérique. Donc, il y a vraiment en fait cette ouverture qui s'est développée des lieux culturels vers d'autres compétences et aussi une volonté d'internaliser certaines compétences avec des formations. Au Centre Pompidou, par exemple, il y a eu tout un ensemble de formations autour de la médiation. Et donc la volonté effectivement de mieux maîtriser cette diversité de compétences liées au numérique. Donc, ce qui est intéressant aussi à constater, c'est que les modes de diffusion se sont enrichis. Finalement, on a eu, avec la fermeture brusque en fait, des lieux culturels, un basculement inédit sur le web et les réseaux sociaux à 100%, ce qui n'était quasiment jamais arrivé, euh, avec pour le coup aussi un intérêt et une focalisation donc sans précédent des médias pour ces propositions. Et puis, de plus en plus une volonté de créer des alliances, comme l'avait évoqué dans le cadre d'une conférence, en fait, notamment organisée par Télérama, tout un ensemble de professionnels de la culture, une volonté en fait, de mutualiser, d'accroître en fait, cet effet réseau que peut en fait, induire le numérique, avec la volonté de mobiliser en fait, le personnel dans la communication. On en parlait en novembre-décembre dans le cadre d'un webinaire en collaboration avec la DPMA, où on évoquait par exemple le musée de l'air et de l'espace qui avait mis ou le musée national de la marine qui avait travaillé avec son personnel pour vraiment animer les réseaux sociaux. Donc tout le monde était mobilisé pour communiquer. Mais c'est aussi la mobilisation sans faille en fait, des réseaux professionnels, OSIM, ICOM, Nemo aussi, qui se sont particulièrement mobilisés en réalisant des enquêtes, mais aussi en accompagnant les professionnels dans ces changements. C'est la mobilisation aussi d'un ensemble de partenaires culturels, d'influenceurs qui sont venus prêter main forte en fait, finalement, dans cette période. Donc des modes de diffusion qui évoluent, qui se renforcent, qui préexistaient finalement à la crise qu'on est en train de vivre, mais qui, pour le coup, en fait, viennent enrichir finalement ces pratiques en ligne. À voir si plus tard elles se maintiendront. Ce sera toute la question aussi qu'on abordera
dans les prochaines minutes. Et donc tout ça, ça induit de nouvelles pratiques culturelles qui émergent. Donc notamment, en fait, ce qu'on peut se poser comme question, c'est finalement quel ancrage en fait de ces pratiques depuis un an? Est-ce que en fait on assiste à un véritable engouement ou plutôt à une perte de vitesse de ces pratiques? Donc ça, c'est une question qu'on s'est particulièrement posée, auquel quelques chiffres viendront donc alimenter vos réflexions. Qui s'adonne régulièrement à ces activités culturelles? Est-ce qu'on est sur une communication très endogamique? On le voyait, hein, ceux et celles à qui manque le plus en fait finalement les lieux culturels, c'est ceux et celles qui pratiquaient en fait finalement physique, heu, beaucoup, en termes de culture. Donc à voir si on élargit, on diversifie les publics. Dans quelle mesure en fait finalement ces publics, semblent substituer leurs pratiques physiques à des pratiques en ligne? Et enfin, comme j'évoquais en filigrane, les publics culturels se diversifient-ils et assiste-t-on à une sorte de démocratisation culturelle liée notamment donc à la présence sur le web et les réseaux sociaux des institutions culturelles. Merci Antoine. Donc, pour répondre justement à toutes ces interrogations, voici ces chiffres-là. Alors, toutes ces activités et toutes ces propositions qui ont émergé depuis un an en ligne par les différents lieux culturels. Alors, on l'avait mesuré, comme je le disais tout à l'heure, en avril. On va vous partager l'étude aussi. En avril, on s'était dit, tiens, ça c'est intéressant après un mois de confinement de voir comment les pratiques culturelles online se situaient. Ce qu'on avait appelé, vous le verrez si vous regardez le rapport, les pratiques de substitution, les pratiques de substitution par rapport aux pratiques de sortie finalement habituelles. Donc là, ce qu'on peut se constater finalement, c'est que euh, 6 mois après, donc enfin même plus, 8 mois après, d'avril à janvier, on a constaté une augmentation de 20 points de plus qu'au début du confinement. Au début du confinement, au mois d'avril, 21% des Français avaient au moins une activité culturelle online. Vous avez la liste ci-dessus. Ça pouvait être un concert retransmis en direct, en replay, visiter virtuellement une expo, un musée, ou également se former à des pratiques culturelles et artistiques. Donc on était à 21% au mois d'avril et on a souhaité revérifier est-ce que depuis la fermeture début novembre, est-ce que ces pratiques ont évolué ou restent les mêmes? Et là, vous constatez, hein, 41% des Français nous ont dit pratiquer régulièrement au moins une activité culturelle. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi eux, on a quasiment un tiers de nouveaux pratiquants. Donc, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a recruté depuis avril pas mal de participants. Si tu peux juste revenir avant, si vous voyez dans le détail, ce qui a surtout fonctionné, ce qui a surtout porté une audience importante, c'est les concerts retransmis en direct et en replay à 21% et 20%. Donc, comme je l'ai dit, 41% des Français ont pratiqué régulièrement une activité culturelle, dont 28% de nouveaux pratiquants. Là aussi, on retrouve ceux qui pratiquent le plus, on retrouve les étudiants, on retrouve également les retraités, qui sont un public important des lieux culturels, notamment, je pense, au public des musées ou des lieux d'exposition. On a les habitants des grandes villes, les plus diplômés et ceux qui ont l'habitude de visiter des lieux culturels. Donc, on estime aujourd'hui à près de 22 millions de Français de 15 ans et plus qui ont en 2020 eu une pratique culturelle numérique. Alors, ça peut être juste regarder un concert en replay dans l'année jusqu'à en regarder quotidiennement ou très régulièrement. Et en tout, près de 6 millions de nouveaux pratiquants d'activités culturelles en 2020. Donc, ce qui est quand même considérable euh, aujourd'hui. Donc, les activités, comme je l'ai dit tout à l'heure, les plus pratiquées, on avait donc visité virtuellement une exposition, donc 14% des Français. Là, un peu plus, on retrouve des personnes plutôt de 65 ans, encore habitant dans des grandes villes et de catégories supérieures, c'est-à-dire des cadres ou professions intermédiaires. Ceux qui écoutent des concerts, que ce soit en direct ou en replay, qui correspond à un Français sur 3.
Là, ce qui est intéressant, c'est on retrouve quasiment toutes les classes d'âge, même si c'est un peu plus clivant chez les jeunes et chez les 55 ans et plus. Et également chez les étudiants, on voit, enfin, entre les étudiants et les personnes plus âgées, bon, les styles c'est pas le même type de concert qui peuvent être écoutés en streaming ou en live. Bon, là, forcément, c'est lié aux goûts musicaux, ce qu'on retrouve également, nous, sur nos études de public, de festivals de musique actuelle par rapport à d'autres types de festivals. Et enfin, tout ce qui est se former en ligne à des pratiques culturelles et artistiques, comme le précisait Antoine, c'est aussi des choses qui ont été proposées ces derniers mois, et également une pratique de 8% des Français. Là, on retrouve un peu plus les jeunes finalement, et également des personnes cadres ou professions intermédiaires. Alors là, on a essayé de regarder, est-ce que fréquenter finalement, enfin avoir des pratiques culturelles de sortie, ou ceux qui n'en ont pas, est-ce que ça impacte fortement les pratiques en ligne? Alors, heu, assez logiquement oui, puisqu'on finalement, là, il y a une petite erreur dans le graphique, c'est pas aucune de ces activités. Ce que vous avez en bas, finalement, c'est le cumul des 4 activités, ce sera corrigé. C'est au moins une de ces activités. Finalement, 54 des Français qui ont des pratiques de sortie culturelle euh, ont pratiqué une activité aussi en ligne, versus finalement ceux qui n'ont aucune pratique culturelle aujourd'hui, 19% ont quand même pratiqué des activités en ligne. Alors, ça peut paraître mineur, mais je trouve que c'est important finalement, ça peut être un chiffre majeur. C'est-à-dire que ceux aujourd'hui, euh, ou hier, parce qu'il y a plus d'un an, qui n'avaient pas de pratique de sortie culturelle, ou même de pratique online, on a réussi à les attirer. Donc là, ça montre que finalement, on a attiré de nouveaux publics, puisque 19% des Français qui n'ont aucune pratique culturelle, et je rappelle, c'est 59% des Français, euh, ont, euh, ont été pratiquer des pratiques en ligne. Bon, là, je passe rapidement, mais on voulait voir, donc, est-ce que ces pratiques en 2020, c'était en partie déjà des pratiques actuelles ou est-ce qu'elles ont progressé? Donc là, ce qu'on voit, c'est que finalement, 41% de ceux qui avaient des pratiques culturelles online en 2020 l'ont fait plus qu'avant la crise sanitaire. Donc on voit bien là le rôle, finalement, les confinements et la fermeture des lieux culturels ont eu un impact majeur sur les pratiques numériques et encore plus sur ceux finalement qui ont des pratiques culturelles. Alors, ce qui est intéressant à constater, effectivement, ce que disait très, très justement Olivier, c'est que pour le coup, on a 87% des Français qui ont pratiqué des activités culturelles en ligne en 2020 et qui vont continuer à les pratiquer, voire et qui vont autant donc pratiquer finalement en ligne, voire plus. Euh, donc là, pour le coup, en fait, on est sur un constat où il pourrait y avoir un maintien en fait, de cette activité en ligne avec des pratiques qui s'ancrent en fait, dans le futur. Donc, vis-à-vis de ça, en fait, peut se poser un ensemble de questions aussi pour les équipements culturels, notamment, en fait, peut-être une première chose, c'est que face à une période aussi exceptionnelle, face aussi à une fermeture aussi longue, face à tous ces bouleversements, il semble de plus en plus nécessaire en fait d'évaluer finalement pour essayer d'avoir un peu de visibilité, heu, évaluer alors même qu'on est dans une situation en fait qui est très mouvante, donc qui est complexe aussi, pour établir les constats, mais il est nécessaire en fait d'arriver à stabiliser finalement des évolutions, heu, ces évolutions qui ont été drainées par ce contexte-là. C'est aussi et ça c'est un point qui est extrêmement important, on le voit beaucoup dans les missions de conseil actuellement, c'est d'essayer de rééquilibrer finalement, de trouver le juste équilibre lorsque les lieux culturels réouvriront entre activité physique, activité située et activité en ligne. Comment en fait finalement on va réussir à articuler ça? Euh, Est-ce que en fait ces pratiques en ligne seront des pratiques de substitution, par exemple pour aller toucher des publics dits éloignés ou empêchés, ou est-ce que en fait ce seront des pratiques qui viendront en complément? Par exemple, lorsqu'on va acheter un billet pour aller voir une exposition, potentiellement on pourra avoir une première visite guidée à distance qui viendrait en fait finalement
présenter le lieu sous un aspect incongru ou inédit avant de pouvoir s'y rendre réellement. Donc ça, il y a tout un ensemble de réflexions autour de ça qui sont importantes aussi à mener. C'est aussi d'arriver à mesurer les impacts sur les pratiques et la fréquentation physique, heu, où cette fermeture en fait, pour des établissements culturels qui, depuis une vingtaine d'années, s'ouvrent de plus en plus à l'autofinancement, au développement de ressources propres. Heu, ces fermetures, en fait, ont des impacts économiques très forts et donc il est nécessaire aussi de les prendre en compte pour arriver à voir dans quelle mesure, en fait, finalement, heu, ces pratiques avec les publics heu, peuvent se poursuivre sous d'autres formats. C'est aussi en fait un besoin qui semble assez prégnant d'accompagner la stratégie numérique des lieux culturels en fait, pour justement essayer de trouver le juste équilibre entre ces activités en ligne et physiques, heu, pour, donc ne pas succomber aussi à des constats peut-être trop simplistes sur l'engouement qu'il y a pu y avoir, notamment sur, ces activités en ligne. Les inciter aussi à la création d'activités donc, en ligne qui soient adaptées à leurs moyens, de ne pas forcément en fait, finalement, développer des activités qui sont, particulièrement dispendieuses et qui pourraient, peut-être, finalement, accroître, le déficit de certains établissements, c'est d'assurer et le temps aussi alloué à ces activités, assurer la formation et la montée en compétences des équipes, donc pour, permettre à ces différentes équipes, en fait, de mieux appréhender ces nouveaux formats, ces nouvelles technologies, c'est aussi ces nouvelles pratiques, cette façon en fait finalement de travailler sur des contenus pour, les rendre plus facilement diffusables. C'est aussi enfin de développer des logiques de mutualisation et de mise en réseau. Voilà, donc pour tout cela en fait, il y a un véritable besoin qu'on est en train de pressentir qui monte de plus en plus de lieux culturels qui, sont en train de finalement réajuster leur boussole dans ce brouillard. Heu et puis enfin, il y a peut-être un troisième axe sur lequel on peut aussi, heu, évoquer quelques constats. Heu, il y a une nécessité aussi d'enrichir les relations au public, heu, donc notamment par, donc le maintien, l'élargissement, la diversification des liens en ligne, mais aussi en physique, d'inciter et développer en fait un ensemble d'activités in situ. Donc tout cela, en fait, augure, finalement de profonds changements ou en tout cas de réadaptations, heu, qui semblent nécessaires lors de la réouverture des lieux culturels. Oui, juste pour préciser avant de venir sur les visites guidées, si tu peux revenir 2 diapos en arrière, Antoine. Juste, effectivement, donc on a vu, hein, il y a une nette évolution des pratiques numériques. Et on a essayé de mesurer est-ce que ces pratiques demain, c'est-à-dire en 2021 et après, est-ce qu'elles vont perdurer? Et là, bon là, chiffre intéressant, hein, c'est que quasiment, 9 pratiquants, sur 10 comptent les poursuivre, et les faire évoluer, ce qui correspond à finalement 36 des Français. On n'en perd que 5 qui comptent à la réouverture, finalement, ne plus y aller et c'était vraiment une pratique de substitution. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on va pouvoir, avoir à la fois des pratiques numériques et des pratiques de sortie et on a vu qu'il y avait, on recrutait aussi de nouveaux publics, et ça, c'est finalement un chiffre aussi important. Alors, ceux qui comptent, augmenter leur pratique, on retrouve les jeunes. Alors quand je dis les jeunes, parce que vous voyez moins qu'en 2020, on retrouve un peu les étudiants, mais les jeunes, ça va de 18 à 30 ans. Les étudiants comptent un petit peu moins, le faire qu'aujourd'hui et autant, on a réussi à attirer les personnes un peu plus âgées, à ces pratiques culturelles en ligne et heu, elles en sont vraiment satisfaites et comptent, poursuivre, poursuivre à ces pratiques-là. Donc venons maintenant sur les visites guidées en ligne. Alors, on va peut-être s'en frustrer quelques-uns puisqu'on aurait pu aussi essayer de mesurer une offre, de concerts live, qui pourrait se développer, alors soit gratuit, soit payant, dans les prochains mois. Alors ça sera peut-être quelque chose qu'on va essayer de mesurer, prochainement, mais là on s'est focalisé aujourd'hui sur les visites guidées en ligne. Alors qu'est-ce qu'on constate? Alors,
c'est qu'il y a un intérêt certain. 47% des Français seraient intéressés par des visites guidées à distance, soit de musées ou d'expositions. Là, on retrouve ceux qui avaient également ces pratiques en 2020, c'est-à-dire les étudiants, les cadres, ces professeurs intermédiaires et les habitants des grandes villes, finalement ceux qui ont l'habitude aussi de ces pratiques de sortie. Mais là, c'est intéressant, quoi. Quasiment un Français sur deux serait en attente de ce type de proposition. Alors quelques constats justement par rapport à ces propositions en fait, qui font suite à différentes conférences sur le sujet et puis aussi à un article en fait, qui a été publié récemment, sur le site de Correspondance en fait, «Peut-on faire de la médiation à distance?» Déjà en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a eu une volonté de la part d'établissements culturels qui se sont lancés dans ces projets-là de transposer en fait sur le web et les réseaux sociaux des pratiques qui existaient déjà, qui étaient le fruit de leur programmation culturelle et artistique. Donc ça, c'est notamment des conférences, on a évoqué tout à l'heure, Paris Musée avec, ses cours d'histoire de l'art, qui ont basculé en ligne. Des ateliers comme Océanopolis, vous avez une photo en bas de l'écran, d'un atelier, qui est réalisé auprès du public scolaire, des visites guidées telles que celles proposées par la Fondation Louis Vuitton, par, Versailles, sur TikTok ou par le Musée de la Grande Guerre. Donc, on a vraiment effectivement cette volonté finalement de maintenir le lien et de proposer des activités, même si les lieux physiques en fait sont fermés. Heu, Après il y a quand même des évolutions, c'est qu'il y a quand même une implication technologique, avec la nécessité d'être hébergé sur une plateforme qui accueille, ces propositions. Alors première plateforme à avoir été utilisée, c'est notamment, sur les réseaux sociaux, donc plutôt sur des modèles gratuits, ouverts, avec la volonté en fait finalement de faire redécouvrir les lieux, heu, dans, dans leurs différents parcours, dans leurs coulisses aussi. Heu, donc tout un ensemble de réseaux qui ont été utilisés, notamment les versions live, heu, de Facebook Live, Instagram Live, YouTube aussi, désolé pour la petite faute de frappe, mais aussi, TikTok ou Twitch, nouvelle plateforme qui, heu semble particulièrement, générer un engouement en fait de la part des établissements culturels. Mais il y a aussi des plateformes en fait dédiées qu'on a commencé à utiliser à titre personnel ou professionnel telles que Zoom, Livestorm ou autres, dont vous en faites les frais aujourd'hui. Mais aussi des outils dédiés comme, My Live Tour, Culture Move, 11e district aussi qui propose, des visites, virtuelles à distance. Donc, c'est effectivement un premier enjeu qui est, technique, donc c'est pas une simple transposition en ligne, c'est aussi de nouvelles formes d'animation où finalement, plus que jamais, les expertises en fait des médiateurs et médiatrices, au sein des institutions culturelles, doivent être mobilisées pour arriver à maintenir une attention qui est beaucoup plus diluée quand on est à distance. Vous en faites les frais vous aussi. Suivre une conférence à distance, c'est quelquefois beaucoup plus difficile en termes d'attention que, lorsqu'on est en physique. Donc là, pour le coup, il est nécessaire de finalement d'alterner des temps forts entre visites et temps d'échange. On essaiera d'ailleurs, d'appliquer, ces pratiques-là en vous proposant bientôt, de pouvoir poser toutes vos questions. Donc surtout n'hésitez pas, dans le chat à en poser. On essaiera d'y répondre et de consacrer un temps justement à ça. On assiste aussi, pour le coup, à une dynamique, à des concurrences en fait qui sont variées, des concurrences dites, plus naturelles avec des agences de guides conférenciers qui ont décidé en fait aussi, face à une situation dévastatrice pour beaucoup d'indépendants et d'indépendantes, de créer en fait des propositions, des tours opérateurs aussi en fait, qui face à l'écroulement en fait du tourisme international, dont on évoque le fait qu'ils ne reviendront pas avant 2024-2025, heu, qui ont dû en fait finalement, aussi réaliser des propositions. Mais on a vu aussi d'autres plateformes qui, se sont emparées du sujet pour proposer tout un ensemble d'expériences telles que Airbnb, Amazon, Alibaba et qui forment une sorte de concurrence assez agressive pour les lieux culturels dits traditionnels. Mais en même temps, ces lieux-là, par rapport à des plateformes, web qui ont cette force et cette force de percussion en fait, sur le web et les réseaux sociaux, et bien, ces lieux-là
ils ont un lieu et ça, c'est différent. C'est ce qu'évoquait notamment Harley Puritan dans le cadre d'un webinaire qu'on avait organisé en novembre-décembre. La seule différence que l'on a en fait finalement par rapport à Airbnb, Amazon ou Alibaba, c'est qu'on a un lieu et ça fait toute la différence. C'est aussi un pari économique. On constate qu'il y a une volonté, et souvent d'ailleurs dans les médias, le relais en fait, de ces offres-là est vraiment abordé sous l'angle en fait, plutôt monétaire ou économique, en se disant c'est une nouvelle façon finalement de développer des modèles économiques. Et effectivement, la plupart de ces visites, parce qu'elles nécessitent des moyens, notamment des moyens humains, deviennent payantes. Alors la question qui peut se poser, c'est est-ce que en fait, finalement, on a une véritable alternative qui est en train de se développer, qui permettrait en fait heu, de pouvoir aussi, développer des ressources propres. Heu, mais si on fait le compte aujourd'hui en fait de toutes ces propositions, on le voit en fait, on est très, très loin en fait des chiffres de fréquentation, d'une exposition classique pour ces grandes institutions. Heu, on est sur une centaine de micro-visites réalisées à la Fondation Louis Vuitton, heu, avec, 9 connexions, donc maximum par visite. Donc on est peut-être loin aussi en fait de la fréquentation d'une exposition physique. Donc toute la question, c'est est-ce que en fait finalement ces offres en ligne peuvent générer finalement un véritable modèle économique et peuvent, transformer le numérique qui était jusqu'alors abordé plutôt par ces lieux de façon gratuite, heu, peuvent développer des gisements de rentabilité et à quel prix? Notamment, est-ce que en fait finalement on ne vient pas, battre en brèche aussi un outil qui devrait œuvrer potentiellement, à la démocratisation culturelle, à la diversification des publics, à l'élargissement, heu, donc de façon plutôt gratuite. Donc toutes ces questions restent, effectivement en suspens et sont particulièrement intéressantes à aborder. Donc, on revient là aux chiffres que je vous ai énoncés tout à l'heure. Donc, 47% des Français seraient intéressés par des visites guidées à distance de musées ou d'expositions. Et on avait précisé dans la question, hein, c'était la mise à disposition de caméras à un médiateur qui réalise une visite commentée en direct, soit sur les réseaux sociaux, Skype ou autre, hein. On n'est pas sur une visite virtuelle. Euh, bon, donc 47% sont intéressés. Après, le très intéressé n'est pas forcément très important. À vérifier ces prochains mois. Si le personne vraiment très intéressée augmente. Mais bon, en tout cas, déjà, il y a quand même un intérêt, une attente, hein, qui est perçue. Donc, nous, pour aujourd'hui, on considère que potentiellement, hein, 25 millions de Français seraient intéressés par des visites guidées. Après, nous, on se focalise plus sur les très intéressés, mais ça correspond quasiment à près de 5 millions de Français. Bon, là, rapidement aussi, on a essayé de regarder, hein, forcément ceux qui ont des activités culturelles en ligne en 2020 par rapport à ceux qui n'en ont pas, ont un intérêt beaucoup plus fort. Vous voyez, première colonne, hein, 65% des Français qui ont des activités culturelles en ligne sont intéressés. Et là, le fort intérêt est encore plus fort. Mais c'est quand même intéressant de voir que ceux qui n'ont pas d'activité culturelle en ligne, même si c'est que 35% et la majorité n'est pas intéressée, on a quand même 35% qui pourraient y regarder de plus près. Alors là aussi, on retrouve encore les mêmes critères discriminants, hein. Euh, les visites guidées sont fortement liées aux pratiques culturelles. Plus on a l'habitude d'avoir des pratiques de sortie culturelle, plus on va être intéressé par ces visites guidées. Euh, Être aussi allé au musée augmente fortement l'intérêt pour ce type d'offre. Et on le voit, hein, vous l'avez sur le troisième graphique. Finalement, ceux qui avaient l'habitude de visiter virtuellement une exposition, hein, ils ont un intérêt quasiment de 80% pour ces visites guidées. Et là, on voit le fort intérêt, il est de 27%. Donc voilà, donc forcément, ceux qui préfèrent les spectacles et les concerts ont un intérêt moindre, mais on constate quand même un intérêt chez tous ceux qui ont des pratiques en ligne. Enfin, on a essayé de mesurer est-ce que les personnes intéressées par les visites guidées, est-ce qu'elles seraient prêtes à payer pour ce type de visite? Puisque effectivement, on viendra aux questions, mais je peux constater que dans le chat,
Il y a des questions qui portent sur la gratuité et les offres payantes. Bon, effectivement, il y a eu beaucoup d'offres gratuites en 2020 et comme le précisait Antoine, de plus en plus de lieux culturels proposent, hein, des activités culturelles en ligne payantes. Donc là, par rapport aux visites guidées, on a essayé de se demander ce qu'elles seraient prêtes à payer. Là, aujourd'hui, 34% des personnes intéressées, donc ce n'est pas les Français, c'est les personnes intéressées par les visites guidées, seraient prêts à payer pour ces visites. Bon, rapporté sur l'ensemble des Français, ça fait 16%, mais on voit que ceux qui seraient prêts à payer sont forcément un peu plus sur les personnes qui étaient très intéressées par les visites guidées. Mais c'est intéressant, ça veut dire que 8 millions de Français seraient prêts à payer pour des visites guidées. Donc là, on a croisé la part de personnes intéressées par les visites guidées par rapport à celles qui seraient prêtes à payer. Donc là aussi, bon, on retrouve encore ce que je dis depuis le début, hein, les personnes les plus enclines à payer pour des visites guidées, ce sont ceux qui ont des pratiques culturelles au-dessus, les plus diplômés, les étudiants, euh, les personnes cadres et professions intermédiaires et ceux qui sont habitués des musées. Alors on leur a demandé, vous êtes prête à payer, mais à quel prix? Donc on avait mis des tranches, hein, vous les avez en dessous, on allait de tranches de moins de 2 euros, 2 à 4 euros, 5 à 9 euros, etc. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que 65% des personnes intéressées et prêtes à payer pour des visites guidées accepteraient un prix entre 2 et 9 euros pour ce type de visite. Et on arrive à un montant moyen estimé à 7 euros pour participer à une visite guidée online. Donc, ça aussi entre 2 et 4 et 5 et 9. Donc, voilà. Donc, voilà, on en a fini avec la présentation des grands résultats. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à cette enquête aujourd'hui? Je rappelle, hein, 3 Français sur 10 n'ont pas le moral. La fermeture des lieux culturels a impacté fortement aujourd'hui le moral des Français, hein. 80% des Français ont été touchés par au moins l'un de leurs équipements culturels préférés. En deuxième, c'est que 41% des Français ont pratiqué une activité culturelle en ligne et parmi eux, près d'un sur trois quasiment étaient des nouveaux pratiquants. Donc, ce qui correspond, ces nouveaux pratiquants, à un peu plus de 10% des Français. Donc, on a 22 millions de Français concernés par les pratiques culturelles en ligne, dont 6 millions de nouveaux pratiquants. Et on l'avait vu, on a une part non négligeable, hein, même si elle n'est pas majoritaire, de personnes qui n'ont pas de pratique culturelle de sortie il y a plus d'un an. Le troisième chiffre important, c'est que la plupart, on perd que 5% finalement, mais 36% des Français vont continuer à les pratiquer. Donc près de 9 pratiquants sur 10, et notamment les jeunes, qui ont vraiment aimé ce type d'offre. Et enfin, quatrième chiffre important, par rapport aux visites guidées, c'est que 47% seraient intéressés par ces visites guidées à distance, donc près de 8 millions de Français. Et comme je disais, si on avait, on le fera ces prochains mois, je pense que si on avait interrogé aussi sur les concerts en live et replay, hein, je rappelle le chiffre, 31% des Français regardent des concerts en live ou des spectacles en live ou en replay. C'est la pratique culturelle online la plus pratiquée. Je pense que ce type d'offre aussi euh, susciterait un intérêt important. Donc voilà, pour rester en contact, nos coordonnées, sachez effectivement, comme je disais en préambule, nous publierons, dans la foulée le replay de ce webinaire et puis, un ensemble de ressources, notamment, la synthèse de cette étude et une étude plus détaillée, heu et bien sûr quelques ressources complémentaires qui permettront en fait de pouvoir, poursuivre vos réflexions. Donc ce qu'on propose, c'est qu'on ait un petit temps d'échange, donc qu'on puisse regarder un petit peu les questions qui ont été posées dans le cadre du chat et peut-être qu'on puisse en adresser déjà quelques-unes. Et si jamais on n'a pas pu répondre à certaines de vos questions, on essaiera d'y répondre dans le cadre de notre synthèse et de notre institution.
Alors, si je peux, il y a eu quelques questions qui ont été proposées pendant notre restitution. Donc, j'ai commencé à répondre à certaines. Donc, c'est bien un Français sur trois, hein, qui écoute des concerts en replay et non pas un tiers des 41% de pratiquants. Donc, 31% des Français ont écouté des concerts en replay ou en live. Il y avait également une question. Vous indiquez que de nouveaux publics ont été attirés par des activités culturelles, ce qui est bon signe, mais c'est probablement lié à la gratuité des offres. Donc, effectivement, ça, on n'a pas ces éléments de réponse. Effectivement, il y a eu beaucoup de choses gratuites. Aujourd'hui, il y a quelques offres payantes qui commencent à émerger. À voir si ces offres payantes vont, même si on l'a vu dans la restitution, est-ce qu'elles vont attirer ces publics? Donc forcément, l'offre gratuite et couplée à la fermeture des lieux ont eu deux effets importants sur la visite des offres. Alors, a-t-on une idée sur le pourcentage d'établissements qui vont continuer à rendre disponibles les outils digitaux une fois la réouverture des lieux culturels? Là, on n'a pas des éléments de réponse, en tout cas dans l'enquête. Je ne sais pas si Antoine, tu as des réponses là-dessus à nous apporter. J'aurais plus de réponses qualitatives, moi, hein. Quantitatives, effectivement, pour le coup, là, en fait, avec un ensemble d'établissements avec lesquels on est amené à travailler, il y a vraiment en fait cette volonté de pérenniser, de maintenir en fait ces offres-là. La plupart en fait qui ont commencé à s'engager dans ces activités en ligne souhaitent les poursuivre. Souhaitent les poursuivre soit en substitution, parce qu'il y a un ensemble d'événements qui peut provoquer la fermeture d'un lieu. On l'a vu ces dernières années, en fait, il peut y avoir je pense au CMN par exemple, il peut y avoir en fait dans certains quartiers beaucoup de manifestations, il peut y avoir en fait aussi des intempéries, il peut y avoir aussi des opérations de restauration. Donc il y a tout un ensemble de causes en fait qui peuvent mener à la fermeture d'un lieu et pour le coup en fait ces activités en ligne permettraient en fait de se substituer finalement à des activités qui sont proposées de façon, alors j'ai employé le terme situé, j'ai vu qu'il y avait quelques questions là-dessus, c'est-à-dire en fait sur site, sur le lieu physique. Donc qui viendrait en substitution finalement en fait d'une activité physique dans un lieu de façon concrète. Mais elles peuvent venir aussi en complément. De plus en plus, en fait, il y a aussi cette volonté de voir dans quelle mesure les activités en ligne peut-être compléter aussi une expérience qu'on peut vivre en fait, dans les murs d'un lieu. Donc typiquement, ça peut être en préambule d'une visite, donc avec, cette volonté, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Il y a une volonté en fait, depuis, l'investissement, sur le web et les réseaux sociaux en fait des lieux culturels, une volonté de faire, de développer ce qu'on appelle un continuum de visite, avant, pendant, après. Donc il y a cette volonté effectivement d'articuler ces offres en ligne avec des offres physiques, en proposant par exemple, en préambule d'une visite, des informations complémentaires qui permettent de préparer sa visite ou de venir en fait finalement la prolonger, de venir y découvrir en fait un ensemble d'aspects qu'on n'aurait peut-être pas remarqué, donc de façon physique. Donc où là, le numérique finalement peut être au service et peut venir compléter une expérience en fait qu'on vit, heu, donc en physique. Et on le souhaite de plus en plus, hein, que l'expérience physique en fait, revienne, clairement. Donc clairement, en fait, il y aura des ajustements sur ces offres en ligne qui seront assez intéressantes à noter. Je peux ajouter une chose par rapport à ça. Si sur l'enquête qu'on a menée en avril, heu, en partenariat avec Univers Science sur 1200 Français, hein, on avait également fait du Cali. On avait fait des focus group, online, auprès de personnes justement qui avaient ces pratiques culturelles en ligne et d'ailleurs la plupart avaient des pratiques de sortie culturelle, avant le covid. Heu Ce qui leur sortait, c'était que, beaucoup attendaient la réouverture, et c'était des pratiques de substitution, mais ça le permettait d'apporter du contenu supplémentaire. Mais certains évoquaient quand même une difficulté dans les types de contenus proposés, en termes d'ergonomie, en termes de connexion aussi, parce que quelqu'un qui pouvait être en milieu rural avait des fois des difficultés de connexion par rapport à des choses assez lourdes et qui demandaient du flux internet. Donc il y avait une forte satisfaction de tout le contenu qui était proposé, mais quand même des évolutions techniques, et d'ergonomie de ces offres-là. Donc vous pourrez aller voir, le rapport,
qui remet en avant tout ça. Une autre question, je voyais, pouvez-vous préciser le profil des nouveaux pratiquants en ligne, justement, ces 19% qui ont des pratiques en ligne alors qu'ils n'ont pas de pratique de sortie culturelle? On vous l'indiquera dans la synthèse parce qu'on ne l'a pas forcément mis en avant, on a juste sorti ce chiffre. Alors après, je pense qu'on retrouve des profils finalement opposés à tous ceux que je vous ai évoqués pendant la restitution. On va retrouver plus des personnes ouvrières ou employées, des personnes d'âge intermédiaire ou qui habitent justement des villes moyennes ou des milieux ruraux. Donc ça, on pourra le remettre, effectivement, c'est un focus qu'on pourra intégrer dans la synthèse qu'on vous enverra et qu'on mettra en ligne cet après-midi ou demain. Beaucoup de questions aussi reviennent sur le positionnement de ces offres, en fait, finalement, par rapport, déjà, en fait, aux grandes plateformes web, qu'on peut appeler les GAFA notamment. Donc comment, en fait, finalement, elles arrivent, à se distinguer par rapport, en fait, à ces offres-là? Donc ça, là-dessus, on ne pourra pas apporter d'éléments de réponse, de façon très détaillée, heu, puisque c'est un débat, en fait, qui existe depuis, pour le coup, en fait, le développement, en fait, des institutions culturelles sur le web et les réseaux sociaux. À partir de 2008, en fait, on a eu les premières institutions culturelles qui ont investi le champ des réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Il y a eu des volontés, hein, de certaines institutions culturelles, en fait, de développer leur propre plateforme. Ce fut le cas du Louvre avec sa communauté. Heu, Malheureusement, ça n'a pas marché parce que les usages, en fait, culturels, sur cette plateforme n'étaient pas assez fréquents, pas assez, généralisés, et on était, finalement sur un réseau qui était peut-être trop exclusif, et qui ne permettait pas de parler, en fait, à une, à un nombre assez conséquent, en fait, de la communauté des membres du Louvre. Donc tout ça pour dire, en fait, que oui, il y a une vraie question qui peut se poser, sur le positionnement des lieux culturels face à ces grandes plateformes. Heu, L'idée ici n'est pas de prendre position parce que, c'est un débat qui est beaucoup plus large que ça. Deuxième chose aussi qui revient beaucoup, c'est, notamment quelle est la place des guides conférenciers ou guides conférencières, en fait, vis-à-vis de ces propositions. Donc certains lieux, en fait, qui développent ces micro-visites font appel, par exemple, à des guides conférenciers. Je prends un exemple, le Centre des monuments nationaux, n'a pas forcément de service de médiation en propre, et pour les visites, proposées, en fait, en ligne, fait appel à du personnel externe. Et donc typiquement, ces guides conférenciers sont payés, en fonction de ce qui leur est demandé, entre 250 300 € en fait la visite, telle une visite classique. Donc là-dessus, il y a une prise de conscience aussi et une volonté de solidarité, en fait, de la part de l'institution culturelle vis-à-vis des guides conférenciers. Donc ça, je pense que c'est un point aussi important à rappeler. 3e question aussi sur, les liens, en fait, entre lieux culturels et influenceurs. Il y avait une remarque, notamment sur les influenceurs. Oui, il y a une volonté aussi de certains lieux de gagner en visibilité en s'associant finalement à des partenaires qui ont déjà une certaine visibilité. Un exemple, qui a été, qu'on a évoqué, en novembre-décembre dans le cadre du webinaire de la DPMA, c'est notamment, le Mémorial de la Shoah, qui avait proposé un ensemble de lectures à des personnalités, ce qui a permis, en fait, de façon assez hallucinante, en fait, d'ouvrir la communauté, en fait, du mémorial à une communauté beaucoup plus large, et ils ont rencontré un certain succès avec ça. Si je peux ajouter, j'ai également vu une question, enfin, ou plutôt une remarque. Effectivement, on a 5 millions de Français intéressés par les visites guidées. C'est un signe important qui montre l'importance de la médiation humaine. Alors, effectivement, l'étude également en avril qu'on avait menée montrait cela, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'offres en ligne, mais il y avait un manque et une attente de médiation humaine. C'est pour ça qu'ils attendaient la réouverture, rapide, des lieux pour pouvoir avoir cette médiation-là. Mais même en ligne, c'est-à-dire qu'il y a ils disaient ce qui ressortait, c'est qu'il y a beaucoup de contenu, mais il manque des explications. D'où l'intérêt, finalement pour, cette nouvelle offre de visite guidée, en ligne qui peut, même si ça comble pas la visite, sur place, hein, dans les musées,
ça peut apporter quelque chose de plus. Et Euh, pour aller dans le sens effectivement d'Olivier et répondre à toutes ces questions en fait concernant les différences de pratiques culturelles finalement entre, le en ligne et le différé, c'est effectivement et Olivier l'a bien dit, hein, c'est la présence humaine en fait, c'est la médiation humaine qui est particulièrement importante, qui permet une interaction qui jusqu'alors en fait n'était pas, permise dans les visites virtuelles. Ce qui expliquait que s'il y a eu un véritable engouement des visites virtuelles, en fait, lors du premier confinement, très vite, ça s'est essoufflé comme un ballon de baudruche. On s'est rendu compte que ces visites virtuelles n'étaient pas satisfaisantes, parce que ergonomiquement, en termes de confort, la visite était insupportable. Vous preniez, en fait, à chaque fois, en fait, différents murs, dès que vous souhaitiez évoluer dans le lieu, heu et donc il y avait pas cette fluidité en fait qui est permise aussi, heu, dans l'interaction et qui est permise aussi, par un accompagnement humain, qui peut en fait s'adapter finalement en fonction des besoins et des demandes. Voilà. Donc pour le coup, on se rend compte que, heu, la médiation humaine en fait finalement, est loin de disparaître en fait, au profit de la médiation numérique, heu, mais même face à cette période. une question aussi sur la notion d'être touché par la fermeture d'un équipement culturel par Thomas Meunier. La question était simple, c'était aujourd'hui, quelle est votre morale? Est-ce qu'il est très bon, plutôt bon, pas du tout bon ou très mauvais? Et après cette question-là, on leur posait la question, on va vous lister, bah, les fermetures actuelles. Alors il y avait restaurants et vous verrez dans l'étude qu'on vous a partagée en début, il y avait les restaurants, les commerces et autres et on leur demandait est-ce que par lieu, en fait, si ça a impacté, beaucoup, un peu ou pas du tout, votre morale. Pour essayer d'expliquer, en fait, si ça quel lieu finalement, heu, impactait le plus, le moral au quotidien. Donc ce qui ressortait, vous le verrez, là je ne l'ai pas évoqué, mais c'est les restaurants. Beaucoup, 50 des Français, loin devant, les autres, les autres activités. Puisque bon, le restaurant, finalement, tout le monde peut s'y rendre, hein, qu'on soit jeune ou en famille ou retraité, c'est vraiment et même au travail, hein, c'est vraiment un espace commun de relations sociales et là, aujourd'hui, ce serait peut-être le lieu, où les Français auraient le plus d'attentes. Hem, Après la notion de est-ce que cela veut dire se sentir concerné ou être vraiment dérangé? Bon, j'ai pas la réponse, mais moi je dirais plutôt, heu un peu des 2 quoi. À la fois dérangé parce que ça commence à être long, hein. On a quand même besoin de retrouver ces lieux et également concerné puisqu'on a vu que ceux qui avaient ces pratiques-là étaient encore plus concernés et impactés moralement. Donc là, il est temps et nous, un journaliste me posait la question il y a quelques jours, est-ce qu'il faut rouvrir les lieux culturels ou est-ce qu'il faut rouvrir, les restaurants? Bon, moi, je suis la réponse est difficile. Alors après, il faut jauger sur l'état moral aujourd'hui. Est-ce qu'il faut continuer encore quelques mois et s'attendre à vraiment des problèmes psychologiques importants ou avoir un juste milieu et rouvrir peut-être certains lieux, peut-être pas tout, avec un protocole sanitaire et des flux de public, continus. Alors c'est sûr pour les spectacles et les concerts, c'est un peu plus compliqué. Pour les musées et le cinéma, ça me semble plus raisonnable. Enfin, en tout cas possible. Eh bien écoutez, en tout cas, l'heure tourne, donc malheureusement, il va falloir nous quitter. En tout cas, un grand merci à tous et à toutes. Suite à ce webinaire, donc vous sera envoyé d'ici aujourd'hui à demain le replay de ce webinaire, ce moment live en fait qu'on a passé ensemble à échanger et donc à interagir sur ces résultats. Donc vous accéderez au replay, vous accéderez aussi aux résultats de l'étude et puis on vous mettra à disposition un ensemble d'autres ressources qui pourraient aussi contribuer donc à monter en compétence sur le sujet et puis à pouvoir en fait maintenir aussi vos réflexions. Donc un grand merci à tous et à toutes et à très bientôt. On reste à votre disposition si vous avez des questions complémentaires en aparté. Vous avez nos coordonnées désormais. Voilà. Merci, Merci à vous. très bonne Bonne journée. journée. Au revoir.